Bienvenue sur Radio Laser, il est 15h, c'est la dernière émission de Sage. Je suis aux côtés d'une fine équipe, on sera pas forcément sage comme des images pendant cette émission. Bon, Sage c'est pour le S de Simon Peverelli, bonjour Simon. Bonjour Julie, bonjour à tous. Et le A de Antoine Blécon, bonjour Antoine, vous allez bien? Bonjour le J de Julie. Bonjour Antoine. Et le J comme Julie Pacro, comme l'a très bien dit Antoine. Un sacré programme pendant 1 heure. Simon, vous avez prévu une chronique sur le contrôle technique des motards. Exactement, la revendication. Non, j'expliquerai un peu tout, tous les détails sur le contrôle technique, l'affaire autour de tout ça. Et puis Antoine, vous êtes expert en société secrète, ça m'intrigue tout ça, hein. Ah oui, mais on nous cache tout, on nous dit rien. Vous le savez bien, Julie. Oui, je suis bien au courant de tout ça. On en a déjà discuté, mais moi, effectivement. Moi je sais, je vais tout vous dire. Nous sachons. Tu vas nous expliquer tout ça alors justement. Et puis il y aura aussi des petites pauses musicales. On aura une interview avec Lisa Clemens de la ferme équestre d'Innebois. Elle nous parlera de la fête du printemps qu'elle organise ce week-end. On vous a préparé aussi une fiction sonore qui se déroule en 2050. Mais tout de suite, les informations avec vous, Simon Peverelli. Appel à la solidarité ce samedi, la Croix-Rouge de Rennes organise une grande collecte à partir de ce week-end et ce pendant 1 semaine au magasin Décathlon de Chantepie. L'objectif, récolter des vêtements et du matériel pouvant servir aux personnes dans le besoin. Le système est simple, un article mis en avant par les équipes que vous pouvez ajouter à votre panier. Une collecte qui s'inscrit dans le prolongement des opérations menées par le SAMU social avec un total de 10 maraudes par semaine. Maraudes essentielles en hiver avec le grand froid mais tout autant en été en période de canicule selon l'association. La dernière opération avait permis cet hiver de distribuer gants, bonnets ou encore duvets. Les bénévoles de la Croix-Rouge seront présents sur place les samedis 20 et 27 avril et comptent évidemment sur le soutien massif des Brétiliens. À quand le prochain accident? C'est la question qui angoisse les professeurs et les familles du groupe scolaire Simone Veil, inauguré à Rennes en septembre 2022. En à peine 10 jours, 2 morceaux de la structure du bâtiment se sont décrochés, ne faisant heureusement aucun blessé. L'inquiétude est toujours là. La ville de Rennes fait poser aujourd'hui des filets de sécurité et organise une réunion d'information à destination des parents et des professeurs. Professeurs qui, pour certains, ont exercé leur droit de retrait en attendant une mise en sécurité de l'établissement. La ville mobilise des agents municipaux en renfort pour assurer l'accueil des enfants sur le temps scolaire. L'autorité est la règle commune trop souvent défiée par certains jeunes. Les mots du Premier ministre Gabriel Attal ce matin depuis Viry-Châtillon, ville dans laquelle le jeune Shemseddine, 15 ans, a été tué près de son collège il y a quelques jours. Le Premier ministre a été chargé par le président de la République Emmanuel Macron de trouver des solutions face à l'ultraviolence. Gabriel Attal qui a déroulé sa feuille de route en plusieurs étapes. Au programme, je cite, punition financière afin de responsabiliser les parents démissionnaires, mesures de bannissement numérique sur les réseaux sociaux ou encore possibilité de placer les jeunes délinquants en internat pour les éloigner de leur mauvaise fréquentation. Objectif de ces mesures pour le gouvernement, retrouver un sursaut d'autorité. Et puis les dates des demi-finales de Ligue des Champions enfin fixées, alors que le Real Madrid et le Bayern Munich sont les derniers qualifiés des quarts de finale hier soir. Les dates des matchs viennent d'être dévoilées aujourd'hui. Le Real Madrid affrontera le Bayern Munich les 30 avril et 8 mai à 21h. Le Paris Saint-Germain, quant à lui, affrontera les Allemands au Borussia Dortmund le mercredi 1er mai. Ils auront du travail malgré ce jour férié. Rendez-vous à 21h, match retour prévu le 7 mai à la même heure. Merci pour ces informations. Et côté météo, il fait plutôt beau cet après-midi, non? Pluie, soleil... La météo sur Radio Laser. Je disais donc pluie, soleil ou soleil-pluie, on ne sait plus vraiment. En tout cas, ce jeudi, c'est un temps calme, sec et ensoleillé sur la Bretagne, même si ça reste encore un peu frais. En Ille-et-Vilaine, on devrait voir apparaître quelques nuages, mais qui ne devraient pas influencer les températures qui d'ailleurs tournent autour des 14 degrés à Rennes, Fougères ou encore à Redon. Une tendance confirmée pour demain et le week-end, qui sera une fois de plus ensoleillé, mais assez frais. Et puis, début de semaine prochaine, retour des nuages en provenance du nord-est, avec des températures qui pourraient aller à la baisse. Merci Simon Peverelli. Et maintenant, la revue de presse avec vous, Antoine Blécon. C'est votre grand moment, vous rêviez de le faire à la Scole. Voici votre première revue de presse. Que vous allez nous prouver, c'est ce qui se passe en France et se passe aussi chez nous. Par exemple, l'opération Place Nette contre le trafic de drogue. Et oui Julie, une opération qui se passe dans un contexte particulier à Rennes, Clenay, Le Blône ou encore Maurepas. Les fusillades se multiplient depuis plusieurs mois.
C'est d'ailleurs dans le quartier d'Ublone que la version rennaise de l'opération Place Nette est la plus active, comme le rappelle le préfet d'Ille-et-Vilaine dans plusieurs médias, dont France Bleu. Le dispositif est conséquent, presque 600 policiers sont déployés pour 3 semaines. Ils ont saisi pas loin de 15 000 euros, 18 kilos de cannabis et 1,5 kg d'héroïne. Finalement, des 4000 contrôles qui ont abouti à 41 interpellations. Le chiffre le plus impressionnant, ce sont peut-être ces 10 tonnes d'encombrants qui ont été déblayés. Selon le préfet, les dealers s'en servaient pour occuper la voie, au moins la place sera nette. Ouest France nuance quand même et se demande s'il ne s'agit pas tout simplement d'un coup de communication. Dans une enquête publiée hier, un journaliste est allé à la rencontre des habitants du quartier du Blône, justement. Est-ce que l'objectif est de répondre à un besoin des habitants ou tout simplement d'occuper la place? En tout cas, le constat est relayé dans les médias nationaux, sur franceinfotv.fr par exemple. La présidente de l'association Marseille en colère remet en cause l'intérêt de ce type d'opération et plaide plutôt pour un plan Marshall des banlieues. Une opération finalement politique. En parlant de politique, quand va démarrer la campagne des élections européennes ? Elle peine à démarrer en tout cas. Stéphane Vernet, le directeur de la rédaction Paris de Ouest France, se demande où aller chercher ses électeurs quand un sondage Eurobaromètre indique que moins de la moitié des Français ont prévu de faire le déplacement. Un sondage qui inquiète le Rassemblement national en tête de la course européenne, mais aussi le parti présidentiel qui a du souci à se faire. Il est à la traîne dans les sondages et il peine à mobiliser jusqu'à sa base. Alors comment lancer cette campagne ? Eh bien, l'opinion rappelle que Jean-Luc Mélenchon a essayé de la lancer sa campagne, mais il a été privé d'AG à l'université de Rennes 2. La présidence a préféré annuler le meeting. Elle invoque un risque accru d'attentat. Le leader historique de France Insoumise dénonce un coup politique. Alors, que faire ? Peut-être retourner à notre bonne vieille visio de confinement, finalement. En tout cas, la très locale TV Rennes a organisé un débat il y a 2 jours à peine entre des citoyens et des candidats aux élections européennes. C'est une sorte de grand débat local. 25 minutes par candidat, 3 citoyens avec leurs questions. Pour rappel, les européennes, c'est le 8 juin et c'est bien avant le lancement des Jeux Olympiques. Le choc des savoirs vide les collèges et les lycées d'Ille-et-Vilaine. Une réforme qui semble faire l'unanimité contre elle. Ouest France est allé à Redon raconter l'occupation du collège. Dans ce collège, sur 400 élèves, seuls 26 se sont présentés mercredi dernier. Un collège vide donc et des parents en colère. Le site d'information en ligne Acturen, lui, s'interroge sur les raisons qui poussent ses parents à se mobiliser et de rappeler que ce n'est pas une grève des professeurs, mais bien une mobilisation citoyenne. Et de retour à Rennes, le Télégramme, lui, insiste sur l'ampleur du mouvement. Au moins 15 collèges et lycées, rien que ça, dans la région rennaise. Certains parents ont dormi sur place. Autour d'eux, un slogan fédérateur que rappelle France Bleu Armorique, on ne trie pas les élèves. On ne trie pas les élèves. Et oui, c'est la fin de ma revue. Non mais merci Antoine Blécon pour cette première revue de presse. Et on va faire une petite pause musicale. On ne va pas aller à une expo de Basquiat, mais on va faire une pause musicale avec le son de Giorgio, originaire de Seine-Saint-Denis, et Bécard qui vient de Roubaix. Les 2 univers ont permis la création d'une très belle musique. Tout de suite, Basquiat sur Radio Laser. On se retrouve juste après avec une chronique sur les motards avec Simon Peverelli. Alors ces 2 rappeurs vous ont plu, ça tombe bien car ils sont tous les 2 en tournée dans toute la France. Et maintenant place à vous Simon Peverelli, le contrôle technique officiellement mis en place en France depuis le 15 avril. De nombreux motards ont manifesté leur mécontentement. Vous allez revenir sur cette affaire. Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson. Eh non, besoin de personne à part d'un contrôle technique. Mais le contrôle technique, c'est toujours non. Ce sont les mots forts de la Fédération française des motards en colère pour leur manifestation contre le contrôle technique la semaine dernière. Une manifestation qui a réuni près de 40 000 motards selon la police. À Rennes, ils étaient plus d'1 millier, tous unis contre la même chose, la mise en place de celui qu'on appelle le CT2RM. Une opposition au contrôle qui dure depuis un moment déjà, non ? Et même un très long moment. Depuis les années 2000, la sécurité routière se questionne sur la mise en place d'un contrôle pour les motos. C'est en 2014 qu'une directive européenne oblige les États membres à la mettre en place avant 2022, pendant qu'il se déploie un petit peu partout dans les pays européens, Allemagne, Italie, Espagne. Et spoiler, en France, ça a mis un peu plus de temps. Il y a eu en fait beaucoup de recours. Emmanuel Macron avait tenté, lui, un décret, mais il l'a très très vite enlevé pour ne pas, je cite, embêter les Français.
Plusieurs associations ont donc choisi de saisir le Conseil d'État pour que cette directive européenne soit appliquée. Elles ont obtenu gain de cause puisque le Conseil d'État oblige le gouvernement à le mettre en place. Il va concerner qui, ce contrôle technique ? Eh bien, si vous avez une moto... vous avez une moto, Julie ? Non, j'ai pas de moto, mais j'aimerais bien en avoir une. Eh ben, en tout cas, si vous en avez une et qu'elle est immatriculée avant le 1er janvier 2017, alors vous êtes concerné. Vous avez jusqu'au 31 décembre 2024 pour effectuer votre contrôle. Par contre, pour les autres, vous pouvez encore attendre un petit peu. Le contrôle est valable pour une durée de 3 ans, mais les prix peuvent monter jusqu'à 70 € quand même pour les plus gros véhicules. Et si je le fais pas, qu'est-ce que je risque ? Alors, au risque d'étonner tout le monde, je sais, ça va vous laisser perplexe. Une amende ! Les prix varient en fonction du temps que vous mettez évidemment à la payer. Ça peut monter là aussi jusqu'à 750 €. Mais pourquoi les motards ils contestent ce contrôle technique ? C'est quoi leurs arguments ? Bon, je vais essayer de vous résumer tout ça. J'ai très peu de temps, mais c'est très long. En fait, il y a un argument qui oppose vraiment les deux parties, c'est la pollution. D'un côté, le Conseil d'État et plusieurs associations ont pour argument, je cite, « La circulation des deux roues motorisées a des effets nocifs sur l'environnement, donc le contrôle technique permet de réduire la pollution atmosphérique et sonore ». De l'autre côté, vous avez les militants opposés à cette mesure qui avancent que les motards prennent déjà soin de leur moto et la pollution de ces véhicules ne représente que 0,5%. Ce chiffre, il est contesté par AFP Factuel, qui avance que donc ce chiffre serait plutôt de presque 20% dans la pollution totale du transport général. C'est finalement l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie qui, dans son rapport en début d'année, vient apporter un peu de nuance. Elle explique en fait tout simplement que oui, la pollution des motos, c'est relativement proche des voitures, mais les nouvelles motos consomment globalement moins de carburant, les motos restent meilleures en efficacité énergétique que les voitures, et puis le rapport émet aussi des réserves sur la capacité du contrôle technique à réduire les bruits des motos en ville, parce que ça en fait, ça dépend tout simplement du style de pilotage. C'est sûr que si vous appuyez à fond sur l'accélérateur en ville, bah oui, ça fera du bruit. Mais du coup, c'est le seul argument ? Non, il y a un dernier gros motif de conflit, c'est le lobbying. En fait, d'abord, avec l'entreprise Derca, multinationale du contrôle technique en Europe, elle a beaucoup poussé auprès des députés français pour faire voter ce contrôle, comme l'avait révélé une enquête d'envoyé spécial sur France 2. Et puis, c'est aussi parce que les associations dont je parlais tout à l'heure qui ont fait recours, eh ben, les fédérations de motards jugent qu'elles sont en conflit d'intérêts, étant donné que certaines d'entre elles sont en lien étroit avec des sociétés de transport concurrents, commerce de bicyclettes, subventions d'entreprises de trottinettes électriques et j'en passe. Et donc on n'a pas fini d'entendre parler. Oh que non, on verra les prochains jours et les prochains mois comment ça va se passer. Mais la Fédération française des motards en colère a d'ores et déjà annoncé poursuivre ses actions. Il lance l'opération Balance ton centre. L'objectif c'est simple, recenser tous les centres de contrôle technique qui s'apprêtent à réaliser ce fameux contrôle des deux roues et les boycotter. Merci Simon Peverelli. Aujourd'hui nous sommes en direct avec Lisa Clemens. Bonjour Lisa Clemens. Oui, alors vous êtes à l'origine de la création de la ferme équestre d'Inobois à Bourg-des-Comptes et justement ce samedi vous avez organisé l'inauguration de cette ferme équestre. Les festivités débutent à 15h avec une démonstration équestre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement ce que c'est ? Donc oui, donc l'événement va y avoir, c'est vraiment pour le démarrage, un temps vraiment festif pour le démarrage de la ferme. Et donc à 16h30, j'avais mis sur les affiches démonstration équestre, mais en fait je préfère appeler ça improvisation et partage autour un peu de la relation que j'ai avec mes chevaux et de l'approche en liberté, parce que moi je travaille beaucoup, j'ai beaucoup une approche autour de la liberté avec les chevaux et donc qui m'amène aussi à proposer de la médiation équine. Donc voilà, c'est vraiment un partage pour montrer ce que je fais. Et donc, c'est pas une démonstration au sens de prouver ou de quelque chose, mais c'est vraiment être dans le partage, dans le moment présent avec ce que mes chevaux, être d'accord de donner et ce qu'on va pouvoir partager ensemble dans le moment qui se présente. Quoi. Et pourquoi cet événement, il vous tenait tant à cœur Pourquoi vous tenez tant à cœur ? Parce que ce projet, ça fait 2-3 ans que je l'ai en tête, qu'il y avait tout à faire, parce que j'ai démarré sur une prairie, donc il y avait tout à faire. Donc les gens qui vont venir samedi verront qu'il y a eu du boulot de fait depuis. Et puis voilà, c'était important pour moi de célébrer le démarrage et avec un temps un peu fort, type un petit peu festival, et d'inviter des artistes, des musiciens, des musiciennes, enfin voilà, que ça soit vraiment marquer le coup, quoi. Mais justement, j'ai vu qu'il y avait également un marché de créateurs. Qui sera présent en créateur ? Donc ouais, sur l'après-midi et puis jusqu'à la fin de journée, début de soirée. Donc c'est surtout des créatrices.
Oui. Va y avoir de la céramique, il y a des créations textiles, il y a aussi des illustrations. Enfin voilà, c'est assez varié. Il y a à peu près 8 exposantes. Donc voilà. Et ce sont des créateurs locaux? La plupart, c'est dans les communes environnantes, Saint-Snou, Saint-Malo, enfin voilà, Et, dans le coin. au niveau des concerts, qui sera présent pour ces concerts? Alors en fait, ça démarre à 18h avec une initiation qui est présentée par les éclectiques acoustiques. Où en fait, ils vont inviter les gens à découvrir, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, les danses traditionnelles, les danses bretonnes un peu. Donc ça dure 1 heure et après, il y a un groupe Canigat qui va jouer, qui est un groupe qui vient de se constituer, donc ils sont 3. Et voilà, donc c'est du trad, mais ils appellent ça trad contemplatif, dans le sens où c'est dansant, mais c'est aussi un peu doux, posé, donc ça permet de démarrer la soirée tranquillement. Après, il y a les éclectiques acoustiques qui rejouent pendant une bonne heure, et puis ils ont un répertoire assez fourni, donc ils vont pouvoir nous permettre de bien danser, et donc là, il y aura plus un temps de bal. Et à partir de 22h, on change un petit peu d'ambiance, et ça suit avec Bugs et Pink et Ponk, et là, donc on est plus sur un thème un peu festif, un peu Pink et Ponk qui se définissent comme techno-punk, et ils ont une page si vous voulez aussi découvrir, donc voilà. Ça va envoyer du pâté, quoi. Oui, exactement. Eh bien, je vous remercie, Lisa Clemens. En tout cas, je vous souhaite plein de belles choses pour la fête du printemps. Pour rappel, ça sera ce samedi 20 avril et à la ferme équestre d'Innobois à Bourg-des-Comtes. Et plein de surprises vous attendent. Belle journée à vous. Merci. Merci, au revoir. Et tout de suite, direction le 18e arrondissement de Paris avec une prod incroyable. Allez, on va s'ambiancer avec Cracklanzer de Guy de Besbar, pardon. On va écouter un extrait du reportage d'Amélie Durand qui a fait la rencontre de l'association Comme les autres. Elle sera présente sur le plateau après l'extrait du reportage pour discuter avec nous. Alors on est rentré dans la salle. Il y avait différents instruments de musique. Il a fallu qu'on en choisisse un chacune et puis qu'on fasse un son avec cet instrument. Ensuite on s'est mis en rond en se tournant le dos. Et on a fait un son chacune les unes après les autres. Et ensuite, le son, enfin tous les instruments mélangés, enfin en fonction de ce qu'on avait envie de faire, quoi. Et il s'avère que le son, la musique était super belle. Elle s'imaginerait bien monter un groupe de musique. Elle s'appelle Valérie Madouas. Elle nous raconte un atelier d'éveil musical auquel elle a participé dans le cadre de son accompagnement par l'association Comme les autres. Il faut être blessé médulaire pour pouvoir rentrer dans l'association. Et je suis blessée médulaire depuis 5 ans et demi maintenant. Une blessure médulaire, c'est une atteinte de la moelle épinière ou de ses racines qui entraîne une perte des fonctions motrices et ou sensorielles de la personne blessée, comme la tétraplégie ou la paraplégie par exemple. Un accident ou un traumatisme physique peuvent être à l'origine d'une blessure médulaire. Et dans des circonstances pareilles, bénéficier de l'accompagnement d'une association compétente, d'après Valérie, ça peut faire la différence. Enfin, moi, ça m'a fait un bien fou parce que on se retrouve tout seul comme ça du jour au lendemain. Je voulais connaître d'autres personnes dans la même situation que moi. Puis je me suis laissée embarquer dans la sauce. Embarquer, c'est le mot. Car comme les autres, contrairement à ce que son nom pourrait nous laisser croire, c'est une asso plutôt hors du commun. Karine H. travailleuse sociale à l'antenne lorientaise, nous en dit plus. Michael Jérémiaz, qui est président de l'association Comme les autres. Donc, il a eu un accident de ski à l'âge de 18 ans, il est devenu paraplégique. Lui s'est reconstruit très vite, a rebondi grâce à sa famille et au sport. Et il s'est rendu compte qu'en fait, les autres personnes blessées médulaires n'avaient pas forcément cette chance d'être si bien entourées et puis de goûter aussi au sport et aux sensations fortes. Donc, avec son frère
Jonathan et sa femme Caroline, ils ont décidé de créer cette association pour permettre à chaque personne devenue paraplégique ou tétraplégique de rebondir et de se reconstruire comme lui a pu le faire. Michael a fait énormément de tennis, il est devenu champion de France, champion paralympique, il est très médaillé et donc voilà, l'idée c'était de redonner aux autres, non pas pour faire que des sportifs de très haut niveau, mais parce que justement le sport, sensations fortes permettent cette reconstruction effective. Voilà. Et donc Valérie, qui avait trouvé en l'association un soutien moral et un accompagnement administratif dans sa nouvelle vie de personne tétraplégique, découvre petit à petit que, comme les autres, c'est encore bien plus que ça. Le sport, je ne savais pas trop... c'était pas ça qui m'intéressait au départ, et finalement, je me suis laissée prendre. J'ai fait un séjour au mois de mai l'année dernière. C'était un séjour pour les tétraplégiques uniquement, puisqu'on a besoin d'un accompagnement particulier. On a fait du canicart. On était en forêt, c'est un kart traîné par des chiens. Et ça laisse des sensations waouh. Mais en fait, on n'a pas le choix quand on part pour un séjour, on est obligé de tout faire. Mais on est poussé par l'ambiance, par les autres, et du coup, on fait les activités et finalement, ça se passe très bien. Du canicart dans la forêt, du soutien moral, de l'accompagnement social et de l'aide administrative, ce sont plein de choses très différentes et pourtant elles sont toutes proposées par une seule et même entité, l'association Comme les autres. Rohan Barguil, co-référent d'un séjour entre hommes sur le thème de la confiance en soi, organisé par l'association la semaine dernière. J'étais en pleine puberté quand j'ai eu mon accident de circulation de la route. Quand on devient handicapé et qu'on est dans un fauteuil roulant ou non, on n'arrive plus trop à accepter son corps tel qu'il est. Et là, le fait qu'on soit tous dans le même cas, entre guillemets, ça aide. On s'ouvre beaucoup plus facilement. Les petites choses qui me posaient problème à la maison, c'est rien du tout, quoi, maintenant. C'est très facile à gérer, quoi. Donc ça permet de s'améliorer, de prendre confiance. Et il est justement l'heure de dire au revoir à l'association Comme les autres, que je remercie de m'avoir reçu et de m'avoir fait confiance, surtout. Merci pour ce reportage très intéressant, Amélie Durand. Comment vous les avez rencontrés ? L'association Comme les autres, oui. J'avais lu qu'ils avaient des antennes dans diverses régions de France, et puis entre autres en Bretagne et à Lorient où je vis, et donc je suis allée à leur rencontre à Lorient. Ça vous a pris combien de temps pour faire ce reportage, ne serait-ce que déjà même sur la journée, en temps de rencontre, etc. Ça m'a pris pas mal de temps de route parce que Valérie Madouas, la personne que j'interroge, qui parle en tout premier dans le reportage, en fait, elle habite Rennes et moi j'habite Lorient. Donc il y a eu 4 heures de route. Mais mis à part ces 4 heures de route, ça m'a pas pris tant de temps que ça, parce qu'en réalité, j'ai rencontré Rohan Barguil pendant à peu près 1 heure, et lui il habite à côté de chez moi. Valérie, idem, à peu près 1 heure, et Karine, elle m'a accordé aussi 1 heure, et puis il y a eu tout le temps aussi de préparation, d'avoir les autorisations, les contacts, voilà. Il y a du boulot, quoi, en gros. Voilà. Et comment cette association, elle se fait connaître ? Comment elle s'est fait connaître ? Comment elle se fait connaître auprès de ces personnes-là, justement ? Alors les personnes, déjà l'association Comme les autres va à leur rencontre. Donc à partir du moment où les personnes sont hospitalisées parce qu'elles ont été blessées médulaires, il y a tout un accompagnement médical qui se déploie autour d'elles, mais il y a aussi des associations qui peuvent venir se faire connaître auprès d'elles directement dans les structures de soins, et entre autres Comme les autres qui leur présentent les possibilités. Et puis après, libre à elles, une fois qu'elles sont de retour chez elles, de s'inscrire ou non dans un accompagnement. Et donc ces sorties, elles sont organisées sous quelle forme ? Enfin, comment ça se passe ? C'est sous forme de séjour à chaque fois ?
Vous parlez des sorties sportives Oui, dont Valérie parle. Des sorties sportives, ouais, exactement. Alors moi, je ne sais pas tout, mais ce que j'ai compris en tout cas de ce que Valérie Madouas et Rohan Barguil m'ont témoigné, c'est que ce sont plutôt des séjours, oui. Après, peut-être qu'il y a aussi des activités qui se présentent sous forme ponctuelle, hebdomadaire, etc., dans certaines antennes de France ou même en Bretagne, mais en tout cas, elle et lui m'ont parlé de leurs expériences de séjour. D'accord. Et parce qu'il y a également, j'aurais vérifié aussi, des activités collectives de proximité. Donc oui, c'est plus sur les courtes durées, mais les séjours sportifs, c'est vraiment les moments où ils peuvent, du coup, sur tout un temps, faire des activités plus profondes. Et dans cette association, est-ce qu'il y a des salariés ou c'est uniquement des bénévoles ? Il y a 33 salariés, d'après ce que j'ai lu sur leur site web. C'est une grosse déjà, association. c'est une association qui fait beaucoup de choses et dans une structure aussi importante, il y a des besoins certes d'accompagnement socio-éducatif, mais il y a aussi des besoins de logistique, de développement, de communication. Donc oui, il y a quand même 33 salariés. C'est pas mal. ça commence à... Oui, ça commence à bien grossir. Ça commence à bien grossir, ouais. Eh bien, Amélie Durand, je vous remercie pour ce témoignage. Et vous êtes toujours sur Radio Laser, sur l'émission des Sages de Simon Peverelli et Antoine Blécon. Et moi-même, tout de suite, on va vous raconter une histoire qui se déroule en 2050. C'est une histoire d'amour entre une femme de 22 ans et un robot. Allez, je vais arrêter de laisser planer le suspense. Alors, qu'est-ce que tu en penses ? Tu es magnifique, je te trouverai toujours magnifique. Pas moi, imbécile. La ville, là, dehors, c'est chez toi maintenant. Oui, c'est chez moi. Tant que je suis avec toi, je peux vivre n'importe où. Et ta combinaison ? Est-ce que tu es à l'aise ? Enfin, on n'a pas eu le temps de faire des tests. Oui. Ça va. Je ne constate pas d'accro. On va marcher ? S'il vous plaît, on descend ici. $18,50 s'il vous plaît. Tenez. Merci. Je suis heureuse d'être avec toi, là. Viens. Bonjour jeune fille, qu'est-ce qui vous ferait plaisir ? Je cherche un dispositif de communication. Vous auriez quelque chose de discret ? Laissez-moi voir. Tenez, ces boucles sont parfaites. Des boucles d'oreilles ? On a l'air mariés pour vous ? Pour moi, non, mais vous semblez être proche de votre ami. Ne vous inquiétez pas, personne ne remarquera rien. Passez la boucle, vous verrez. Voilà. À vous maintenant. Bon. Tournez-le vers la gauche. Vous entendez ? Nia, j'ai une blague pour toi, que toi seul entendras. Pourquoi les plongeurs plongent-ils toujours en arrière ? Parce que sinon, ils tombent dans le bateau. Ah ah ah, ah 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 ah, ah ah. Je ne comprends pas, ses lèvres ne bougent pas. La boucle est reliée directement à son module vocal. Elle n'a qu'une portée de quelques centaines de mètres, mais ça peut déjà vous aider. Merci, c'est parfait. Combien pour ces boucles ? Rien, il faut s'entraider. Vous n'avez pas choisi une voie facile. Faites attention à vous. C'est maintenant l'épreuve de sauvetage en eau libre. Le dossard 190 est toujours en tête. Allez Farid, allez. Wouh ! Trop bien. Le dossard 190 a récupéré le mannequin en 9 secondes et 10 centièmes. Une courte pause avant les épreuves du feu. Farid, c'est incroyable, tu les as tous. C'est quoi ça ? C'est un dispositif de rappel. Je dois rentrer dans mon caisson de transport quand il s'active. Quoi ? Mais je comprends pas. Tu es plus fort que ça, non ? Je t'ai pas conçu pour que tu te fasses avoir par ce genre de jouet. Nia, tu m'as conçu pour être un sauveteur hors norme. À partir d'aujourd'hui, c'est ce que je suis. Je fais ce que tu désires et je ne veux pas te mettre en danger. Même si ça veut dire passer des jours dans un caisson de transport. Mais non, ce n'est pas ça. Au revoir, Nia. Je t'aime et je ferai tout ce que tu désires. Mais Farid, attends, Farid ! Allô, maman ? C'est bon, tu as gagné, ils l'ont emmené. Nia, c'est ton père.
Il n'est pas rentré. Tu me regardes, hein. Tu sais pour le coup. Et oui, se regarder, c'est toujours important. Surtout en radio. Mais oui, évidemment. Et Même c'était... si on ne voit pas. Mais oui, même si on ne voit pas, t'as raison. C'était Mambé d'Anochilango Polke. Et tout de suite, Antoine Blécon vous a laissé la semaine dernière avec les théories du complot. Ça ne vous a pas suffi. Il faut que vous remettiez ça avec vos sociétés secrètes. La fondation SCP, qu'est-ce que c'est ce truc ? SCP, c'est intriguant, non? Un consortium international qui lutte dans l'ombre contre des puissances occultes, les anomalies paranormales qui ont juré la perte de l'humanité. Pendant que nous sommes là, en train de parler tranquillement, peut-être qu'une dame blanche se cache derrière la porte. Peut-être qu'un fantôme entre votre verre d'eau, Julie. Simon, sortez de votre cachette, vous êtes ridicule. Je parle pas d'une vraie société secrète, mais bien d'une fiction, car la fondation SCP, pour sécuriser, contenir, protéger, c'est un travail d'écriture collaborative. À mon avis, l'un des plus importants du monde. Le contexte, un groupe international est chargé de repérer des anomalies, des phénomènes paranormaux, des extraterrestres, etc. et pour les mettre hors d'état de nuire et les isoler. Mais c'est pas tout. Il faut maintenir le grand public, oui, nous, vous, là, nous tous, dans l'ignorance, parce que les témoins sont systématiquement neutralisés, les traces sont censurées et les lieux sont verrouillés. C'est un peu comme Men in Black, en fait. Eh oui, c'est ça, Julie. Sauf que la fondation SCP ne joue pas avec des sympathiques extraterrestres et des pistolets en forme de sèche-cheveux. Là, on s'attaque à des astéroïdes doués de conscience. À un village coincé dans une bulle temporelle. Une station de métro qui assimile les voyageurs imprudents. Assimile ? Comment ça ? Bah, elle les mange, quoi. Elle en fait son 4 heures. Simon, sortez dessous de cette table. Il y a aussi des anomalies plus drôles, comme une machine à café qui peut produire n'importe quel liquide, ou encore l'homme le plus ennuyeux du monde. J'ai même vu que la Saint-Patrick était considérée comme une anomalie. Et chaque anomalie, mais en même temps c'est un peu bizarre. Bref. Chaque anomalie fait l'objet d'un rapport. On retrouve sa description, son niveau de danger, les mesures mises en place pour la contenir. On lui donne un numéro unique et vous commence par quoi vous devinez ? Il commence par SCP. Ah bah d'accord. Et voilà. Tout simplement. Et il se trouve que nous, citoyens ignorants mais pas complètement neuneux, nous avons accès à la base de données de ces rapports. Quand on va sur le site fondationscp.wikidot.com, bah oui quand même, je trouvais ça important de le dire, on se retrouve en face d'une wikidot.com. Il y a plein de rapports, je crois. Pas mal de rapports. Pas mal de rapports. Bah oui, il y en a plus de 700 en français et 4000 quand on compte toutes les langues. Chaque rapport est archi documenté. Il y a des photos, des retranscriptions, des interrogatoires, des schémas. Tout est fait pour nous embarquer dans un univers sombre et quand même assez flippant. Bon, ok Antoine, vous avez des passe-temps étranges, ça on le savait, il n'y a pas de surprise. Mais qui s'amuse à écrire 700 faux rapports hyper réalistes juste pour le plaisir de nous coller la pétoche ? Eh bien, la fondation SCP, j'ai dit, c'est une œuvre collaborative. Elle est née en 2007 sur le forum 4chan. Ah oui, d'accord. Eh oui. Et la première anomalie porte le nom de SCP-173. C'est une statue qui vous saute dessus quand on regarde ailleurs. Et c'est un modèle d'écriture collaborative, je l'ai dit, c'est un petit peu comme Wikipédia, en fait, vous voyez. Tout le monde peut proposer un rapport, mais il y a juste un format à respecter, il y a des documents à falsifier, ça je trouve ça quand même plutôt cool. Ça demande un bon paquet d'imagination et surtout pas mal de monde et de compétences. Et en fait, ça peut aller assez loin parce que j'ai noté pas moins de 6 adaptations en jeux vidéo. La dernière date de 2022, elle s'appelle SCP Secret Laboratory, donc le laboratoire secret, et elle est disponible sur la plateforme Steam. Allez Simon, je vous laisse avec une note un peu moins flippante. Bah ouais, il y a des plateformes d'écriture collaborative, il y en a quand même beaucoup, il y en a beaucoup d'autres. Moi, je vous commande The Root Book, c'est en français, malgré son nom, donc le livre Racine, et c'est un énorme livre collaboratif où tout le monde peut apporter son chapitre. Alors là, en ce moment, je sais pas, il y en a combien, parce que du coup, il y a des préquels, il y a des séquelles, enfin bref, il y en a dans tous les sens, mais comme quoi, on n'a pas forcément besoin d'ouvrir un best-seller pour s'amuser avec la littérature. Merci Antoine Blécon pour toutes ces informations. Et d'ailleurs, vous êtes parti à la rencontre d'une podcasteuse qui crée des podcasts sur la mort. Je vous rassure, ça va pas être plombant, mais on va écouter tout de suite cette interview.
Lucille Milliard, c'est un personnage. Ancienne médiatrice culturelle, elle a commencé à s'intéresser à la mort pendant le confinement, alors qu'elle venait de donner naissance à son premier enfant. Et ça tombe bien, la mort, c'est le thème d'une exposition au musée de Bretagne, Mourir quelle histoire, et il se trouve que Lucille a participé à l'inauguration. J'ai participé, en fait, le musée de Bretagne, qui a lancé l'exposition Mourir quelle histoire, a fait appel à moi et à Yasmine qui portons un projet qui s'appelle les Brodeuses de son. C'est un projet porté par la coopérative funéraire de Rennes dans le cadre donc de l'exposition Mourir quelle histoire et du festival de la mort en septembre 2024. Les Brodeuses de son, qu'est-ce que c'est ? C'est un espace-temps que l'on crée dans l'espace public pour aller à la rencontre des personnes qui ont un deuil à raconter, un récit de vie, pour nous parler de leur lien à leurs défunts au pluriel. On est parti sur 3 thématiques, la nourriture, les objets et les mots. Et l'idée, c'est de prendre le temps dans l'espace public d'ouvrir cette question sur le deuil, sur la mort, avec les personnes, puis d'inviter une personne à pénétrer dans la caravane et à enregistrer ce récit. Et ce récit, il est guidé par Yasmine et moi, et il est enregistré, et ils seront diffusés pour la plupart, enfin pour certains d'entre eux, dans le cadre du Festival de la Mort en septembre 2024. Quand vous parlez des thématiques, vous essayez d'orienter les témoignages autour de ces thématiques-là ? En fait, ça peut être un point de départ, justement, parce que par où on commence quand on a un récit à raconter. Donc, une question peut être quelle est la recette de votre défunt ? Quel est le plat que vous aimez manger qui vous fait penser à quelqu'un de disparu, qui vous était cher ? Est-ce que vous écrivez à vos défunts ? Quels mots vous avez posés pendant la cérémonie des obsèques ? Et quant aux objets, est-ce que vous avez un objet sur vous qui vous rappelle votre défunt ? Voilà, ce sont des exemples pour rentrer justement dans le récit avec les personnes. La mort, c'est une histoire intime donc, et Lucille a la sienne. Alors effectivement, je viens du milieu culturel, spectacle vivant plutôt. Moi, j'ai toujours aimé travailler avec les artistes. Et puis 2020, pandémie mondiale, confinement. La culture n'est pas essentielle, elle s'arrête. Moi, ça m'attriste beaucoup, toute cette histoire. Et en même temps, je donne naissance à un petit être. Donc, il y a aussi beaucoup de joie, beaucoup de lumière. Et après cette naissance, l'envie de créer de nouveau. Il y a quand même un vide qui s'installe après une naissance. Donc, très intéressant à explorer cette notion de vide. Mais en tout cas, j'avais envie de créer et très vite est venu le podcast parce que c'est un média que j'aime beaucoup. Et donc sur la mort, parce que j'écoutais des podcasts sur la mort pendant mes balades en poussette et ça me mettait beaucoup de joie, à la différence des podcasts sur la maternité qui me plombaient un peu l'ambiance. Et je me suis dit, mais moi j'ai envie de retourner aussi en contact des artistes. Et donc est née l'idée d'angler un podcast sur la mort à partir de l'art. Donc je vais interviewer des artistes qui traitent du sujet de la mort. Il y en a beaucoup et il y en a de plus en plus. Et aussi des professionnels du funéraire qui font de leur métier tout un art. Et quand on lui demande l'artiste qui l'a le plus marqué, elle nous parle de sa rencontre avec un artisan tailleur de pierre. Je repense à un artiste graveur. Alors il ne dit pas artiste, c'est un artisan, un graveur qui grave sur les stèles. C'est une des premières personnes interviewées. Je me baladais au cimetière de l'Est. Je vois un monsieur assis sur une tombe et donc ça m'a interrogée. Ça m'a fait bizarre que quelqu'un soit assis comme ça sur une tombe. Donc je suis allée le voir. Je dis mais vous faites quoi ? Il me dit en fait c'est mon métier, je grave des stèles. Et moi je découvrais, je connaissais pas du tout ce milieu-là auparavant. Et il me raconte que lui il adore travailler dans les cimetières parce que il y a beaucoup de faune, de flore, qui visite des cimetières quand il voyage et il fait des parallèles avec les cimetières en Angleterre. Il me parle de la pierre, que dans chaque ville, ce sont des pierres différentes. Et donc, quand on visite des cimetières, ça en dit long sur l'histoire de la ville. Enfin, pour moi, c'est aussi un artiste. Et donc, je lui dis, mais est-ce que je peux revenir avec mon enregistreur demain ? Et vous me redites tout pareil. Je suis revenue, il a accepté, il a pas dit tout pareil. Évidemment, c'est pas évident, quoi, de raconter tout ça derrière un micro. Mais il s'est prêté au jeu. Et en fait, là, j'ai vraiment découvert, a posteriori, c'était l'un des derniers en Bretagne. Un artisan comme ça, qui fait à la main, qui grave à la main, c'est rare.
Et voilà, il a été humble pour ne pas me le dire. Je l'ai appris après. Et donc, je suis très contente d'avoir croisé sa route, de l'avoir enregistré, d'avoir pu diffuser à d'autres personnes qui aimeraient faire appel à lui. C'était Lucie Millard, interviewée par Antoine Blécon, qu'on retrouve juste après une pause musicale. Ce serait plus drôle si on changeait les rôles. Antoine Blécon, vous avez interviewé Lucie Millard qui créait des podcasts sur la mort, mais vous l'avez rencontrée comment, cette Lucie Millard ? Alors Lucie Millard, je la connaissais en fait de la radio Canal B, une radio qui est pas si loin d'ici, parce qu'on était tous les deux, on est tous les deux bénévoles dans cette radio-là, et on participait à l'émission L'Arène et on faisait des petits documentaires. Donc elle, plus sur justement son podcast La mort, tout un art, qui s'attache à trouver en fait des artisans funéraires, enfin comme elle explique un petit peu dans le documentaire, des artisans funéraires ou des artistes qui travaillent autour de la question de la mort. Et en fait, quand on sait qu'elle fait ça, ça doit être son 30e épisode ou quelque chose comme ça. Donc il y en a quand même quelques-uns. Et donc, ce qu'elle m'expliquait un petit peu un peu en off de ce reportage, c'est que la mort, c'est aussi c'est non seulement un univers qui peut être artistique, enfin qui est très 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 investi par les artistes, mais elle, en fait, en tant qu'ex-médiatrice culturelle, elle a retrouvé beaucoup de réflexes de l'événementiel, à travailler en fait sur ce thème-là, parce qu'elle s'est rendue compte que finalement des obsèques, c'était un événement qui fait qu'il y avait des questions de logistique et qu'il y avait des discours, donc il fallait savoir poser sa voix et donc voilà. Et donc en fait, elle a retrouvé beaucoup de réflexes, parce que je vous ai pas encore dit ce qu'elle était devenue, cette Lucille. Mais du coup, elle est devenue quoi ? Eh ben justement, Lucille, elle fait une formation pour être conseillère funéraire aujourd'hui. Okay. Ah oui, ok, elle a trouvé sa vocation finalement. Eh bien oui, il me semble. En tout cas, ce qu'elle explique, c'est qu'elle voit dans ce métier de conseiller funéraire en fait des qualités d'écoute. Et justement des choses qu'on retrouve un petit peu à la radio, comme je disais, de poser sa voix, de pas perdre son sang-froid même quand les moments sont un petit peu difficiles, et parce que finalement on est là pour apporter ce qu'elle m'expliquait, c'est que les gens sont suffisamment tristes comme ça, et que finalement c'est funéraire est là pour apporter un peu peut-être pas de la légèreté, mais en tout cas une forme de soulagement. Et voilà, ce témoignage était vraiment assez beau et assez touchant. Et ces podcasts ils sont diffusés sur Canal B, ou elle les diffuse toute seule de son côté. Comment ça se passe ? Alors elle fait comme beaucoup de podcasteurs et de podcasteuses, elle les diffuse sur plusieurs supports. Donc effectivement, elle a maintenant une émission d'1 heure mensuelle sur Canal B qui s'appelle La mort, tout un art, et que je vous invite à aller écouter. Et tous ces podcasts sont disponibles sur Internet, sur n'importe quelle plateforme, je pense. Et ça vous a pas fait peur de prendre ce sujet de départ qui est la mort, parce que ça peut au début a priori peut-être un peu dérouter, se dire voilà ce sujet-là, comment vous avez abordé vous cette interview entre guillemets, parce que c'est plus qu'une interview, mais alors en fait c'est pas tant quelque chose sur un portrait que je voulais faire sur la mort, c'est vraiment un portrait sur cette personne. En fait, je connais Lucille Millard avant de connaître la podcasteuse sur la mort, et donc c'est plus la personne qui m'a intrigué. Mais comment elle s'est mise à s'intéresser aussi à ça petit à petit Elle l'explique un tout petit peu dans le documentaire. Elle vient vraiment du secteur culturel. Et arrive le confinement. Le secteur de la culture a beaucoup souffert du confinement. Et en même temps, elle se retrouve elle est enceinte, elle est jeune maman pendant le confinement, et tous les jeunes parents ont dû expérimenter ce moment alors déjà quand il n'y a pas de confinement, c'est pas facile d'être jeune parent, mais en plus avec le confinement c'est encore pire. On a ces espèces d'injonctions contradictoires qui viennent dans tous les sens. Une phrase d'ailleurs qui est très forte et qui vous a marqué sur justement les podcasts de la maternité face à en tout cas elle préférait les podcasts sur la mort par rapport à ceux de la maternité. Mais complètement, parce que
j'imagine bien en fait, on est tellement dedans. La parentalité, justement, c'est quelque chose de nouveau qui nous obsède, avec en plus un enfant qui crée à côté, que finalement écouter des podcasts sur la mort, c'est presque une récréation, je trouve. On peut s'arrêter là-dessus. Je pense que c'est une conclusion originale. Ben merci beaucoup en tout cas Antoine Blécon. Et d'ailleurs en parlant de podcast, nous on avait réalisé une fiction sonore. On n'avait que 2 émissions pour les proposer, donc vous pourrez les retrouver. Les 2 autres sur le site de Radio Laser. Oui, parce qu'en fait c'est un podcast en 4 épisodes qu'on vous a fait. Exactement. Voilà, et bientôt tout sera disponible sur le site de Radio Laser. Oui, ça va arriver bientôt. Et en tout cas, c'était un plaisir de vous accompagner pendant 1 heure. L'émission Sage, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à vous, Simon Peverelli. Et merci à vous aussi, Antoine Blécon. Merci à vous, Julie. Merci. Et je vous laisse avec Adam et Marine pendant 1 heure. Belle journée sur Radio Laser. Bon après-midi en compagnie de Radio Laser.